Ça sera pour moi le signal que tout fonctionne. J'attends de voir un petit peu des noms s'afficher, des messages s'afficher. Oui, Priscilla, Sabrina, Laetitia, Awa, Frédéric. Bon, vous êtes là, ça fonctionne. Ravie de vous retrouver pour clôturer ce mois de janvier. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me dis, il était très long et en même temps, c'est passé trop vite parce qu'on est déjà à la fin du mois. J'ai du mal à y croire, mais voilà, on finit ce mois en beauté avec un dernier webinaire pour ce mois organisé par Culture RH avec des invités tous unis autour d'un même sujet que je vais inviter à se présenter d'ici quelques secondes. Bienvenue à vous, c'est votre webinaire, sentez-vous à l'aise. On vous laisse vous installer. Alors peut-être pour commencer déjà quelques mots sur qui est qui fait quoi, pourquoi vous êtes là. Voilà, on veut tout savoir. Cyprien, je vois que ton micro est ouvert. Je te donne la main, dis-nous tout. Merci beaucoup, merci Anaïs. Bonjour à tous et toutes et tous. Je suis Cyprien Boutargès, je suis le cofondateur de Claro. Et Claro, c'est une solution pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés. On va les aider à recevoir toutes les aides de l'État auxquelles ils ont droit. On va les aider à réduire leurs factures. Donc, on travaille avec déjà 200 entreprises, essentiellement plutôt avec des grandes entreprises. Donc, on accompagne aujourd'hui déjà 270 000 utilisateurs qui sont inscrits et qui améliorent leur pouvoir d'achat grâce à Claro. Top. Il y a déjà un mot-clé qui ressort, pouvoir d'achat. Ça donne déjà une indication sur le, le sujet du jour. Jessica, bienvenue parmi nous. Dis-nous tout. Merci Anaïs. Alors moi je suis Jessica, donc j'ai été pendant très longtemps recruteuse RH, DRH, plutôt dans les entreprises de la French Tech, notamment en dernier j'étais plutôt dans les entreprises du Next 40 et je suis désormais associée, mais toujours DRH, d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Blue Maze et notre rôle c'est vraiment de faire la bonne connexion, d'offrir la bonne connexion à nos candidats et à nos clients sur les fonctions plutôt tech et les fonctions support, notamment RH. Donc, je suis ravie de pouvoir intervenir, notamment avec mon œil RH et mon expertise RH sur ce sujet. Parfait, top. T'es notre regard du terrain, donc c'est parfait. C'est ça. Et puis Benjamin qui est là parmi nous. Bonjour Benjamin, dis-nous tout. Pourquoi tu es là? Est-ce que tu fais de beau? Voilà, dis-nous tout. Ouais, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Benjamin, je suis co-founder de Benefis. Benefis, c'est une plateforme 100% digitale pour les TPE-PME qui va permettre de gérer les avantages sociaux, donc mutuelle prévoyance, tous les titres de paiement, l'épargne salariale. Et au-delà de fournir une solution pour les gérer, on accompagne surtout nos clients sur finalement l'ajustement, la définition des bons bénéfices pour leurs salariés, puisque l'avantage social, c'est super, mais finalement, il faut choisir les bons pour ces salariés qui sont différents d'une boîte à une autre, qui dans une boîte évoluent. Et donc voilà, donc on essaie d'apporter ce conseil agnostique à nos clients sur comment allouer au mieux leur budget. Parfait, simple, efficace, je pense que c'est clair pour tout le monde. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, maximum 1 heure ensemble. L'idée aussi pour vous, c'est que vous puissiez réagir. Moi, je me ferai votre relais auprès de Cyprien, Jessica et Benjamin. Donc, franchement, sentez-vous à l'aise. C'est votre webinaire, posez vos questions, réagissez. Voilà, je veillerai à vous lire et on gardera de toute façon un temps à la fin aussi, si nécessaire, pour revenir sur quelques questions, si vous le souhaitez. Et puis alors, de quoi on parle aujourd'hui? Vaste sujet, puisqu'on va parler, vous l'aurez compris, des augmentations annuelles, les bonnes résolutions, hein, c'est la nouvelle année, on est encore dans le, dans le thème des résolutions. Donc, apprendre côté rémunération. Déjà, peut-être pour rebondir sur ça, pourquoi ce sujet? Et je pense que ça peut être intéressant de comprendre un peu la mission commune à Claro et Benefis et couplée avec la vision aussi de Jessica. Peut-être Cyprien, je te laisse nous briefer un petit peu sur cette vision commune autour du pouvoir d'achat, si tu veux bien nous briefer un peu tous et qu'on comprenne dans quoi on met les pieds et ce qui nous attend aujourd'hui, grosso modo. Ouais. Je dirais qu'en fait, ce qui nous relie, c'est qu'on est tous extrêmement sensibles à la notion de pouvoir d'achat au sens large pour les salariés, au-delà du salaire. En fait, il y a une vision vers laquelle on va, c'est une logique de total reward, c'est-à-dire de rémunération globale, qui englobe à la fois le salaire, mais aussi tous les avantages qui vont avec. Et ce qu'on va regarder, c'est plutôt en fait quelle est la situation du salarié, lui, face à son pouvoir d'achat, face à
ce qu'il reçoit de la part de son entreprise au global, et pas seulement ce que l'entreprise dépense en salaire. Et donc, dans cette logique-là, en fait, on va être très attaché à trouver comment maximiser le ressenti du salarié en termes de confort de vie, dans son quotidien, en termes de pouvoir d'achat, et tout en ayant l'approche la plus efficace au niveau de l'entreprise. Et on va voir en fait à partir de là qu'il y a plein de manières d'apporter une augmentation à ses salariés. Il y a plein de manières en fait d'améliorer le quotidien de ses salariés et qu'elles ne se valent pas toutes. Et je dirais qu'en fait, il y a plusieurs approches différentes qui peuvent être mises en place selon les entreprises, selon la situation de vos salariés. Et c'est ça qu'on va pouvoir voir ensemble. C'est quelles sont, dans la situation de votre entreprise et de vos salariés, les méthodes les plus efficaces à mettre en place quand on parle d'augmentation. Et c'est pour ça qu'on va dépasser la simple idée d'augmentation du salaire et on va aller plus loin que ça. Et nous, dans cette logique-là, pour aller plus loin de ce qu'on fait chez Claro, on est extrêmement dirigé vers cette notion d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Et on se concentre plutôt, mon expertise va plutôt être sur les travailleurs qui ont des revenus modestes. Donc nous, on travaille essentiellement avec des entreprises qui sont sur des secteurs en tension, comme le transport routier, le service à la personne, la grande distribution. Donc on travaille généralement avec des salariés qui gagnent moins de 2500 € par mois. Donc les entreprises, par exemple, avec lesquelles on travaille, ça va être des boîtes comme Decathlon, Noroto, ou Steph, ou Super U, Leclerc, etc. Et donc ces entreprises-là, quand elles mettent en place Claro, ce qu'elles recherchent avant tout, c'est comment je peux soutenir le pouvoir d'achat de mes salariés, comment je peux compléter leurs revenus, mais aussi, et ça c'est un point assez important, comment je peux m'assurer d'être présent dans les moments de vie qu'ils traversent qui vont être les plus décisifs sur leur pouvoir d'achat. Donc en fait, je vais avoir un salarié qui a un enfant en situation de handicap ou un conjoint en situation de handicap, qui va avoir un accident, qui va devoir déménager, qui va devoir faire des travaux chez lui, etc. Et dans ces moments-là, en fait, dans ces moments essentiels pour son pouvoir d'achat, il a besoin que son employeur, qui est sa seule source de revenus habituellement, soit présent. Et donc c'est en ça où on va pouvoir regarder ensemble comment, en tant que RH, vous pouvez participer à améliorer le pouvoir d'achat de vos salariés au moment où ils en ont le plus besoin. Donc, Là, tu nous spoil un peu quand même. Hein. Comment Tu nous spoil un petit peu là quand même, Cyprien. Tu nous spoil un peu. Mais évidemment, c'est toute la teneur du webinaire d'aujourd'hui, un partage de bonnes pratiques et des sujets assez concrets. C'est ça aussi l'idée, c'est de pouvoir apporter des exemples concrets. Ça passera aussi à travers Jessica, qui aura certainement des choses à nous partager avec ce qui se passe chez Blue Maze. Mais déjà, pour commencer, des éléments de contexte, parce que c'est important de comprendre pourquoi ce sujet, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il y a quand même un contexte significatif. Je pense que vous allez pouvoir le commenter les uns et les autres avec déjà des chiffres clés qui nous sont ici partagés. Qu'est-ce qui veut déjà commencer à réagir, rebondir? Et puis, je vous invite aussi dans le chat à nous dire un peu ce que ces éléments vous inspirent, ces éléments de contexte. Qui veut se lancer, rebondir sur ces petites datas? Je vois, Benjamin, tu souris. Ça te Non, fait mais rire? effectivement, tout est là, en fait. Mais c'est un sujet qui est vieux comme le monde. Oui, les augmentations sont en baisse. Et au-delà de ça, il y a un sujet, on peut dire le sujet conjoncturel, comme l'inflation. Finalement, que l'inflation soit haute ou pas, ça vient juste augmenter la loupe qu'on met sur ces sujets. Pour prendre un peu de hauteur sur le côté pouvoir d'achat, moi je dis souvent, je pense que c'est un faux combat d'essayer de se battre contre le budget qu'une entreprise ou qu'un DRH ou qu'un CEO est prêt à allouer à ses talents. C'est comme ça, c'est forcément contraint, c'est multifactoriel. Et je pense qu'il faut arriver à dépasser ce clivage de, quelque part, côté patron, le méchant patron qui garde tout pour lui, et aussi vision du salarié qui ne comprend rien à ce monde des taxes, etc. Et finalement, cette désentente chronique qu'il peut y avoir. Et donc moi, je pars du postulat que le budget, il est ce qu'il est, il est contraint, il est lié aux événements conjoncturels, inflation, pas inflation, la boîte a performé, pas performé, voilà, il y a un budget. C'est pas là qu'il faut se battre. Par contre, je pense que le CEO, le DRH,
a un vrai devoir, c'est se dire, OK, j'ai un budget qui est contraint, mais comment avec ce budget-là qui est le mien, j'arrive à avoir de l'impact. Finalement, j'ai du temps, j'ai des outils à ma disposition et comment j'arrive à tirer la quintessence de ces euros qui sont les miens. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un contexte, mais finalement, on peut refaire le même webinaire dans un an, on changera les chiffres et le contexte est là. Et je pense que le dernier élément sur le fait que le pouvoir d'achat, le bien-être et même le moral des salariés est en berne, c'est parce que je pense aussi qu'il y a tout un levier de vulgarisation, d'explication. Il faut embarquer. Et en fait, il est là le dialogue social. Et nous, on est entreprise à mission, on a un truc pompeux, on aide les boîtes à allier performance économique et sociale. OK. Moi, ce que je dis, c'est qu'on essaie de renforcer le dialogue social. Voilà. Et le premier moyen, il y a un moyen, c'est d'essayer de donner plus, sans forcément y laisser sa chemise, avec son budget. Mais le deuxième levier, c'est toute la com qu'il y a autour, la vulgarisation, le fait d'embarquer, le fait de rendre confiance à ses salariés. Parce que quand on vous l'a fait à l'envers, excusez-moi l'expression, sur un bonus il y a 2-3 années, vous n'avez pas forcément confiance quand vous voyez arriver des nouveaux dispositifs dans votre entreprise. Et je pense que vraiment, ça passe par là. Il y a ces deux leviers-là. Faire le boulot soi-même, d'être plus efficient pour ses salariés et puis aussi communiquer correctement. Normalement, avec ça, on arrive à surfer sur la vague des contextes, quelle que soit l'année. Jessica, tu veux réagir? Je voyais que tu acquiesçais Oui, ce que disait non, Benjamin. mais c'est extrêmement bien amené. En tout cas, c'est vrai que moi, je viens d'un secteur où je pense que pendant de nombreuses années, on était plutôt, on surfait sur une vague où on avait plutôt beaucoup d'argent. On était soutenu par des investisseurs, etc. Donc, en fait, notre focus était toujours sur comment je recrute et comment je paye le mieux du marché, etc. On savait tous dans un coin de nos têtes que c'était pas suffisant et qu'on allait se heurter à un moment, notamment dans les évolutions. Enfin, on allait être bloqué, en tout cas, si on était uniquement sur un rationnel de cash. D'ailleurs, quand sans spoiler ce qu'on va se dire après, Anaïs, mais quand on voulait faire venir des gens de grands groupes, par exemple, on était souvent limité parce que les gens de grands groupes, eux, ils arrivaient avec des attentes sur tout un tas de choses qu'on n'était pas capable de s'aligner. Et donc, je trouve que finalement, le contexte, il est intéressant. Hein. C'est quoi l'expression il ne faut pas laisser une bonne crise. Désolé, l'expression en anglais, c'est never let a good crisis go to waste. C'est un moment de crise, c'est un moment difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur quoi on peut être créatif pour justement pallier tout ce qu'on voit là, donc l'inflation, on n'a pas la main dessus, le bien-être des gens, on n'a pas forcément la main dessus non plus sur toute la sphère personnelle notamment, et qu'est-ce qu'on peut faire pour être créatif dans les contraintes du budget qu'on a, et la réponse n'est plus, je ne pense pas qu'elle l'était, mais malheureusement on avait cette réponse-là pendant très longtemps, elle n'est plus uniquement sur le salaire fixe et variable. Cyprien, si tu veux bien rebondir sur cette perception négative qui persiste. Et en même temps, on a Karine dans le chat qui demande quelles sont les sources de ce contexte-là, des chiffres qui sont partagés. Tu peux nous préciser? C'est une étude de chez vous ou Non, c'est sur les augmentations en baisse, c'est une étude du cabinet Mercer, qui d'ailleurs l'a fait tous les ans. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette étude, c'est qu'on voit qu'en 2023, le niveau d'augmentation était de 5%, 2024 de 4%, 2025 de 3%. Vous voyez un peu la tendance. Ouais. L'inflation reste à 2% moyenne. Et je voyais aussi dans les commentaires, il y avait Stéphanie disait que c'était un contexte plein de dualité. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, Stéphanie, mais nous, la dualité qu'on observe, elle est très présente parce que l'inflation, c'est la même pour tous. Et je vais revenir là-dessus, mais je dirais même que l'inflation, elle est ressentie d'autant plus fortement quand vous avez un salaire faible parce que votre reste à vivre est bien moindre. Donc, si en fait, vous gagnez un peu plus que le SMIC et que vous avez un reste à vivre de 50 € par mois, ben, en fait, les 2% d'inflation en moyenne sur votre budget total vont se ressentir bien plus fortement que si vous avez un reste à vivre de 500 € par mois. Et donc, en fait, c'est en ça où l'inflation, en effet, elle est pleine de dualité déjà, parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'inflation. Oui. Et en plus de ça, les augmentations, elles sont aussi pleines de dualité parce que c'est une moyenne, et c'est une moyenne multisectorielle. Et on sait qu'il y a des secteurs qui sont en tension plus que d'autres, sur lesquels il y a beaucoup de secteurs sur lesquels il n'y a pas de moyen de faire des augmentes. Et c'est là où je rejoins aussi ce que disait Benjamin. Vous êtes aux premières loges de ce combat entre guillemets la direction et les salariés,
en fait, il faut partir avec les ingrédients qu'on a et avec les données du système, enfin, les données de l'équation. Et en fait, selon le contexte de son entreprise, on n'a pas forcément une possibilité d'augmenter. C'est pas une question de volonté. Donc, il y a parfois un contexte qui impose les entreprises de maintenir un niveau d'augmentation qui parfois même est inférieur à l'inflation. Donc, ça veut dire que dans le quotidien ressenti par les salariés, c'est une baisse de rémunération. Et ça, en fait, c'est en tant que RH, on a la possibilité de trouver des manières d'optimiser ça pour, je dirais, adoucir ces passages de crise. Et donc, je trouve ça très pertinent ce que tu disais aussi en fait, Jessica, cette crise-là, c'est aussi une bonne occasion de se dire, profitons-en pour optimiser notre package, pour voir comment on pourrait optimiser ça, pour améliorer le confort de vie de nos salariés. Et en fait, quand on va sortir de la crise, en fait, ce sera d'autant mieux pour les salariés. Tout ce qu'on va mettre en place là va rester et ce sont des bénéfices qu'on va percevoir sur le temps long. En fait, tu vas presque nous faire aimer la crise, quoi. Tu nous la vends, c'est une opportunité, hein. Non, mais j'aime bien l'état d'esprit, en fait, c'est ça. Je trouve que la manière dont Jessica l'a formulé, c'est clairement ça. Et puis, ça permet aussi de faire du lien derrière. Alors, je vais me faire un peu la voix externe qui dit mais les grands groupes, ça paye mieux, ils ne sont pas concernés par ces problématiques. Alors, est-ce que c'est effectivement le même combat, vu la slide? Je suis très surprise que vous allez dire bah oui, bien évidemment. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Jessica ou Benjamin. Moi, d'un point de vue écosystème tech, start-up, etc., c'est vrai qu'on se heurtait souvent à ça, à la difficulté d'aller recruter des personnes de grands groupes parce qu'on n'arrivait pas à leur offrir quelque chose qui était aligné avec ce qu'ils avaient. Je pense notamment à ces candidats qui venaient avec un screenshot, avec une capture d'écran de leur package total. Il y a des sociétés, je pense à Microsoft notamment, qui avaient, qui sur leur outil de gestion RH, en fait, avaient l'intégralité, y compris les actions aux États-Unis, etc. Donc, en fait, ça montrait vraiment pas forcément ce qu'ils avaient sur leur compte chaque mois. C'était pas une histoire de reste à vivre, mais c'était vraiment une histoire alors, tu as appelé ça total reward, c'est vrai que c'est le mot anglais, mais vraiment cette notion de rémunération et d'avantages sociaux au total. Et je pense que nous, en petite entreprise, on souffre de difficultés à marketer tout ce qu'on fait, à vendre ce qu'on fait, justement. Et donc, c'est pas forcément... On n'a peut-être pas les meilleurs salaires, mais on a aussi des choses qu'on fait qui peuvent être intéressantes et on a besoin de les mettre en avant pour que les salariés puissent comprendre que c'est aussi intéressant de rester là où ils sont. Oui, un peu cette notion de penser package plus que rémunération, plus avantages sociaux, voir ça comme... C'est pas juste le contrat. C'est pas juste le contrat et le salaire. Et c'est vrai que la seule fois dans ma carrière où j'ai connu ça, c'était en 2007-2008. Et depuis, j'ai plus jamais eu le fameux bilan social individuel que certains grands groupes font et qui est un outil incroyable, je trouve, pour vraiment valoriser les initiatives qui sont mises en place. Et alors, Sabrina qui nous dit, en plus, ça rajoute un facteur, c'est que les obligations ne sont pas les mêmes selon la taille du groupe ou de la structure. Voilà, et cette année s'adresse aussi aux structures de 11 à 50 salariés. Donc, pour la PPV, tout à l'heure. Et ça c'est très vrai. Et moi, j'avais 2 points par rapport à ça. C'est qu'en fait, c'est le même combat au sens où tous les salariés veulent du pouvoir d'achat en plus. Donc, c'est là, finalement, qu'on soit équipe grand groupe ou équipe TPE, au bout du bout, c'est le même salarié. Hein, il n'est pas différent. Le sujet, c'est comment les boîtes sont équipées. Quand nous, on a lancé Bénéfice, finalement, les packages, c'était Bibi qui les faisait. On n'a pas la chance d'avoir quelqu'un très compétent, un compenden qui est là, à résidence, qui peut venir analyser tout ça, et qui fait que finalement, ces dispositifs, ils sont bien pensés sur étagère. Il y a potentiellement des outils, mais il y a des ressources pour ça. Et nous, c'est ce qu'on essaie un petit peu d'apporter, c'est ce côté compenden digital, de dire, tu n'as pas les gars, mais tu pourrais avoir l'outil qui fait, et c'est un peu ce qu'apporte la tech aujourd'hui dans différents secteurs, tu peux avoir un outil qui fait le boulot. Et après, je suis totalement d'accord, il y a des obligations. Au-delà de l'obligation technique de dire oui, alors quand j'ai plus de 50 salariés de l'appart, tiens, cette année, il y a partage de la valeur, etc. Pour moi, ce qui est fondamental là-dedans, c'est aussi d'avoir un discours hyper transparent auprès du salarié. Tu évoquais le BSI, Jessica. Moi, j'ai vu passer des BSI où l'employeur sommait tout ce qu'il donnait
Mais il y a des choses que le salarié, ça rejoignait ce qui était dit en préambule, il y a des salariés, ils ne perçoivent pas. Les charges patronales, ils ne les perçoivent pas. Donc, la belle affaire que mon employeur dépense de l'argent, mais moi, ça ne me concerne pas. Et vous voyez, on en revient à ce côté, comment j'arrive à communiquer et finalement à faire passer le message à mon salarié que c'est gagnant-gagnant, c'est qu'il ne faut vraiment pas rendre le truc bullshitant, quoi. Et effectivement, une boîte qui vous explique que la mutuelle, ils sont hyper généreux parce qu'ils la prennent en charge, qu'ils vous mettent un minimum conventionnel qui est leur obligation. OK, c'est des euros, mais ce n'est pas de l'euro marginal. Il y a une sorte de package minimum. Quand vous avez une boîte qui a plus de 50 qui fait des bénéfices, elle doit verser de la participation. Donc, oui, c'est des euros, mais si on veut être capable de faire un peu l'extra mile sur l'explication et là encore la confiance avec les salariés, il faut aussi être capable de venir distinguer ce qui est de l'obligatoire de ce qui, finalement, est la conséquence d'un acte spontané du CEO, du DRH, de dire je mets en place ces dispositifs-là parce que sur le papier, ça me semble avantageux. Voilà. Sinon, quelque part, vous créez un mismatch avec vos salariés qui disent bah ouais, mais bon, c'est obligatoire. Voilà. Donc là encore, il faut être hyper, comme beaucoup de choses dans la vie, mais je pense qu'il faut être hyper précis, hyper analytique sur ces sujets-là. Ça nécessite une connaissance. Vous semblez avoir, Sabrina, que tout le monde n'a pas, et donc c'est pour ça qu'il faut s'équiper. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans le chat. Elle dit les TPE n'ont pas les moyens ni la connaissance, bien sûr. Exactement. Et donc, c'est une charge mentale qui est énorme. Enfin, moi, vous voyez, le nombre de boîtes qui nous contactent en disant j'ai appris qu'il y avait l'obligation de partager la valeur, qu'est-ce que c'est ? C'est hyper compliqué, quoi. Vous êtes patron d'une boîte, il y a une nouvelle obligation. Alors, forcément, tout le monde voit ça comme une super opportunité business, mais vous êtes patron de boîte, vous dites j'ai une obligation, mais qu'est-ce que c'est encore que cette obligation ? Mais comme une obligation de respecter des minima conventionnels en assurance. Ce qui fait que certains vont vous vendre des mutuelles stratosphériques en disant non, mais au moins, ça, c'est compliant. Sauf que c'est 2 fois plus cher que ce que tu pourrais avoir ailleurs. Vous voyez un peu le paradigme. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment une piste autour de ça, de rendre donc, le BSI, oui, on en fait un à fond pour un BSI, mais il faut mettre des choses qui soient audibles auprès des salariés et rendre ça concret, se mettre à sa place en fait. Il faut vraiment se mettre dans les bottes de son salarié de si moi on me proposait ça, on me présentait ça, est-ce que quelque part j'y adhérais et je me dirais ok, je comprends, c'est de mon intérêt, c'est penser avec mon prisme à moi. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je parle d'effort marketing. En fait, je pense que la fonction RH, traditionnellement, elle est issue de la fonction comptable et on a tendance à pas trop enjoliver, en tout cas, être vraiment dans le marketing, justement, des choses et on est un petit peu trop factuel, alors qu'en réalité, il y a un vrai effort de pédagogie à faire. Et sur les sujets dont tu parlais, sur voilà, quand on est patron d'une boîte de 50 personnes, qu'est-ce qu'on fait ? C'est là où on se fait aider aussi d'experts. Il y a des formidables experts en rémunération. Bon, il y a des avocats aussi sur le côté vraiment juridique, mais la partie rémunération, c'est assez technique. Moi, personnellement, quand j'étais DRH d'Ornicar, je me suis fait aider à 2 reprises sur ces sujets parce que personne de mes équipes n'était capable de le faire. Et on aurait pu, mais on aurait dû suspendre un tas d'autres projets qui étaient très stratégiques aussi. Et grâce à de l'aide, on a pu sortir des sujets en 2-3 mois en parallèle de ce qu'on faisait de notre day-to-day aussi. Donc, il ne faut pas se sentir seul là-dedans. Et je pense qu'un dirigeant, les dirigeants savent qu'ils doivent se faire accompagner sur les sujets techniques. Et Cyprien, je veux juste te provoquer un petit peu. Dis-moi, les grands groupes, ils n'ont pas de problème alors, tout va bien pour eux. Ouais, en fait, dans ce que tu décris, c'est en effet, en fait, il y a évidemment un gros problème du côté des grands groupes. En fait, il y en a plusieurs, mais qui ne sont pas forcément les mêmes que pour les TPE, PME du point de vue du RH. Moi, je rejoins très bien ce que vous disiez sur ce que toi disais, Benjamin, sur le fait que, en fait, du point de vue du salarié, le combat, il n'est pas si différent que ce soit dans un grand groupe ou une petite boîte. En fait, moi, je veux avoir le maximum de pouvoir d'achat possible et je veux avoir un package optimisé. En effet, dans un grand groupe, il y aura plus de moyens pour évaluer les différentes solutions d'avantages qui existent. Il y aura plus de moyens d'avoir des compétences, je dirais, techniques sur certains aspects un peu niches. Quand vous avez, enfin, moi, je le vois à mon petit niveau, parce que nous, on est une boîte de 30 salariés. Donc, moi, je suis un peu le DRH de ma petite entreprise. Et je n'ai pas forcément le temps ou les capacités, les moyens d'aller chercher, en fait, d'aller comprendre dans le détail technique, etc., toute la technicité de la rémunération, tout ça. Donc ça, en effet, les grands groupes l'ont. En revanche, ce que les grands groupes n'ont pas, et ce qui peut poser pas mal de problèmes dans la mise en place des
des bons avantages et du bon package, c'est que comme ils grandissent et qu'ils sont plus nombreux, c'est plus compliqué pour eux, c'est plus compliqué pour les DRH de comprendre parfaitement la situation de leurs propres salariés. En fait, quand vous êtes une boîte comme Steph, c'est des transporteurs routiers, donc vous avez des transporteurs routiers, vous en avez 15 000 qui sont répartis dans toute la France, qui sont sur les routes de France, vous avez des centaines d'entrepôts logistiques, etc. Et vous êtes au siège. Vous n'êtes pas au quotidien avec les mêmes salariés que votre entourage. Avec les salariés qui vous entourent, c'est finalement une petite minorité qui ne représente pas l'ensemble de votre entreprise. Alors vous allez bien sûr les voir, vous allez vous déplacer, vous allez avoir des échanges, vous allez créer un contexte, un environnement qui fait que vous allez les comprendre et les connaître, parce que vous avez besoin de connaître votre population. Mais c'est une grande difficulté pour les DRH de comprendre parfaitement les besoins de leurs propres collaborateurs. Nous, on le voit parce qu'en fait, lorsqu'on se déploie dans une entreprise, on en profite avec les informations qu'on collecte auprès des salariés pour faire un bilan un peu anonymisé aux entreprises chez qui on se déploie. Et souvent, il y a une révélation qui tombe de haut en disant « Mais en fait, j'ai 6% de mes salariés qui ont un enfant en situation de handicap. Je n'avais jamais réalisé ça. » Parce qu'en fait, ils n'en parlent pas avec eux au quotidien. « Ah, mais en fait, j'ai des salariés qui ont des problèmes de transport. Il y en a beaucoup qui ont du mal à faire le plein en fin de mois pour aller au travail. » Ou j'en ai qui aimeraient déménager, qui aimeraient se rapprocher de leur travail, mais en fait, qui ne peuvent pas. Donc tout ça, en fait, je dirais que c'est une barrière de plus que n'ont pas les petites boîtes. Quand on est une petite entreprise, en fait, même si on n'a pas une connaissance parfaite et individuelle de chaque salarié, on a une perception du climat de l'entreprise qui est plus proche que celle dans un grand groupe. Et donc, ça permet aussi d'être plus pertinent dans ce qu'on va mettre en place. Et donc ça amène une obligation supplémentaire pour les grandes boîtes d'auditer leur propre entreprise, de demander, en fait, de faire des sondages auprès de leurs salariés, d'aller sonder les besoins, etc. Ce qui est moins, je dirais, ce qui est un travail, c'est toujours utile d'aller demander au sein d'une petite entreprise, mais c'est un travail beaucoup plus simple. Et ensuite, il y a une autre difficulté qu'ont les grands groupes que n'ont pas forcément les petites entreprises, ou pas dans la même ampleur, c'est que dans un grand groupe, il y a une quantité d'informations en interne qui est dure d'accès. C'est-à-dire qu'il y a énormément, en effet, d'avantages, d'accords d'entreprise qui ont été mis en place, d'accords de branche, il y a énormément de choses qui ont été négociées. Et du point de vue du salarié, souvent, il est un peu perdu. Et il sait qu'au siège lointain, il y a peut-être un DRH, un truc pour lui, etc. Mais en fait, il ne sait même pas où le trouver, il ne sait pas forcément ce que... On en revient au sujet de la communication, en fait. C'est ce qu'on disait un peu en intro aussi. C'est ça. Et du coup, ça, on va le partager dans les bonnes pratiques, d'ailleurs. C'est ça. Cyprien, on y reviendra. Parce que c'est intéressant. On se rend compte qu'en fait, c'est un des piliers pour que ça fonctionne. Faut que ça soit ajouté à l'équation pour que ça fonctionne. Et juste pour la petite parenthèse, il y a Pierre qui nous dit dans le chat, dans un podcast, j'ai entendu ça, c'est quoi avoir assez d'argent? Et l'autre a répondu en avoir plus. Est-ce que vous en avez assez? Pas assez. En fait, avoir assez d'argent, c'est en avoir plus, toujours plus, quoi. En gros, c'est un peu ça, le message qui ressort. Je vous propose qu'on passe justement sur la partie bonne pratique, parce qu'il y a plein de choses à aborder. Et ça serait intéressant aussi pour notre audience qu'elle puisse repartir avec des idées, de choses à mettre en action dès demain. Et ça rejoindra un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Benjamin, sur le fait d'aller au-delà des obligations légales du côté des avantages. Pour cette introduction sur la partie pratique, alors je ne sais pas qui veut rebondir, qui veut rentrer dans le sujet, vas-y. Je vais prendre, c'est notre tableau. Alors, je ne vais pas vous envoyer la patate chaude pour expliquer les chiffres, mais voilà, nous, on a fait ce tableau-là parce qu'on trouve ça assez parlant. J'ai rien contre les taxes en France, contre le modèle de taxes en France. Il y a simplement une réalité. Je lisais encore un article pour rebondir sur ce que tu disais, Cyprien, qui est hier, le CEO de Michelin disait le problème, c'est l'écart qu'il y a entre le brut et le net, pour faire simple. Et je pense qu'il s'adressait dans son exemple, il n'y avait pas forcément toutes les taxes, etc., parce que je pense qu'il réfléchissait à l'ouvrier qui était chez Michelin, et voilà. Et on voyait qu'on avait déjà un rapport de 1 à 2. Ce qu'il faut voir sur nous, la cible qu'on adresse, on a un positionnement plutôt TPE, PME, Syntec-like, donc des gens qui ont une rémunération qui est confortable. Quand je dépense 100 € de salaire en plus, par exemple dans le cadre d'une augmentation, par exemple en début d'année, et ben en fait, au bout du bout,
entre moi, ce que je vais dépenser et ce que mon salarié va avoir en net dans la poche, il n'y a que 37% qui lui revient dans la poche. Donc, moi, si je dépense 100 €, ça va me coûter 152 et mon salarié va avoir à peu près 50 dans la poche. Voilà. Ça, c'est le modèle aujourd'hui parce que je vais subir, sans vous faire tout un cours sur les taxes, mais les charges patronales, les taxes sur les salaires, mon salarié va payer des charges sociales et il va aussi payer de l'impôt sur le revenu pour ceux qui sont soumis à ça. Et on oublie que l'impôt sur le revenu, quand je gagne des euros en plus, c'est soumis au taux marginal et pas au taux moyen que j'ai en fiche de paye. Bref, sur un salarié Syntec, c'est 37%. Donc dès lors, ce que je conseille, c'est je dis, mais c'est complètement idiot de donner des augmentations en salaire à vos salariés. C'est simple. Ça fait marrer quand je dis ça, je dis non mais arrêtez, vous optez pour la solution de facilité de donner des salaires. C'est super extrême. Voilà. Comme on se dit qu'on n'a pas forcément les coups des franges pour donner tout ce qu'on veut, ça, voilà. Mais vous voyez l'idée qu'il y a derrière. Et donc, en fait, on a des dispositifs qui existent, qui sont intéressants. C'est l'avantage social. L'avantage social, par essence, par construction, en fait, il est tax efficient dans des proportions qui sont différentes. Là, je vous ai mis un peu les taux maximum. On verra après qu'il y a tout un sujet, une réflexion à avoir autour de l'usage, qui rejoint aussi ce que tu disais, Cyprien, de potentiellement, il y a des euros, il y a des personas que je veux adresser. Et le salarié qui a des enfants, si j'ai une population chez moi qui a des enfants handicapés, je vais peut-être vouloir mutualiser, faire contribuer la collectivité. Donc, on n'est pas que dans un truc où chacun pense de manière individualiste, mais voilà, le next level pour un CEO, un DRH, c'est de penser un peu au persona. Mais de base, le niveau 0, c'est de se dire par rapport à du salaire, moi j'ai des dispositifs qui sont clairement plus efficients. On parlait, tout à l'heure Sabrina, vous parlez des obligations, voilà, l'intéressement, etc., partage de la valeur. L'intéressement, moi c'est un dispositif que j'adore parce que c'est des vrais euros. Nous, on a mis 20% d'intéressement chez nous, chez Bénéfice, et ça, on l'a mis dès le début. Et on dit aux salariés dans les packages, on dit, ton salaire fixe quelque part, il y en a un petit peu moins parce que l'intéressement, on structure la boîte pour que l'intéressement soit versé. Vous voyez un peu le contrat social entre l'employeur et les employés, mais parce que ce dispositif, il est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand moi, je te donne de l'intéressement, même si tu décides de l'avoir sur ton compte en banque, donc en fait, qu'il a le même goût, la même odeur que du salaire, tu vas en avoir beaucoup plus que si c'était du salaire. Et moi, ça va me coûter beaucoup moins. Donc, ça veut dire que je peux t'en donner beaucoup plus, si je veux. Vous voyez, donc, il y a une méconnaissance de ces dispositifs. Il y a un peu aussi une crainte que peuvent avoir les salariés, mais voilà, le constat, c'est que ces dispositifs, ils sont là. Les titres de paiement, vous voyez, titre restaurant, CESU, c'est totalement défiscalisé pour le salarié comme pour l'employeur. Alors, on y reviendra après, mais se pose la question de l'usage. Qui serait prêt à échanger de la rémunération contre un chèque cadeau? Mais voilà, nous, on a créé un produit, vous mettez tous les titres de paiement dedans. Donc, vous pouvez payer votre loyer, vous pouvez payer vos factures d'élec. Donc, en fait, on n'est pas sur je fais un trade-off entre du salaire et des cadeaux, un trade-off entre du salaire et un titre restaurant où on connaît tous un de nos collègues qui ne s'en sert pas. Non, j'échange du salaire qui est fiscalisé entre 100 que mon employeur me donne, j'en récupère 37, et des euros dans une cagnotte où je peux payer mes factures d'élec, je peux payer ces dépenses primaires que de toute façon, je vais devoir payer, rembourser. Et donc, c'est des vrais euros, c'est juste des euros plus efficients. Voilà. Donc, c'est ça la bonne pratique, c'est qu'en tout cas, il existe ces dispositifs. Le but est pour ceux qui ne les connaîtraient pas, d'éveiller, d'ouvrir un peu les chakras en se disant on a ces super dispositifs qui ont des contraintes, bien entendu, donc il y a un cadre juridique autour. Donc, il faut se faire accompagner. Mais au global, le trade-off entre se faire accompagner et puis, quelque part, ce que ça peut rapporter, il est largement favorable et pour l'employeur comme pour les salariés. Et alors, il y a Frédéric qui va vous challenger un petit peu là dans le chat, qui dit OK, mais on oublie un peu que tous ces avantages ne contribuent pas aux retraites ou aux indemnités chômage. Quid de… Alors, c'est vrai pour certains, pas pour tous. Et vous avez complètement raison. Et donc, je répondrai, ce n'est pas une fuite, en vous disant ça va dépendre des personnages que vous avez. Bien entendu que dans la réflexion que vous avez, si vous avez un âge moyen dans votre entreprise à 50 ou 55 ans, forcément, vous allez avoir cette réflexion autour des retraites. Même si j'ai 40 ans, je fais partie de cette génération où on se dit la retraite, c'est dans très, très, très longtemps. Moi, des gars qui sont chez moi qui ont 25 ans, l'euro… Ça pense pouvoir d'achat immédiat pour certains. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est est-ce que tu préfères avoir 1 euro aujourd'hui ou 1 euro dans 47 ans? Bon, je préfère avoir finalement de te donner plus aujourd'hui. Effectivement, je le conçois, il y a un côté où sur certaines taxes, ça ne cotise pas.
Mais finalement, je vais pouvoir investir, je vais pouvoir acheter ma résidence principale, etc., tout ça. Et donc, finalement, je me mets dans des conditions qui font que je ne serai pas à la rue à la retraite. Ça ne veut pas dire qu'il faut évacuer ces dispositifs, mais en tout cas, je trouve ça assez efficient d'avoir des euros tout de suite. Mmh. Mhm. Mmh. Cyprien, Mais c'est Jessica, vrai vous voulez réagir? Ouais, non, mais la question est hyper pertinente parce qu'en plus, il y Eh oui. a, il y a la retraite, mais il y a aussi demain, je vais aller faire un prêt immobilier. C'est sûr que mon total reward de mon BSI ne va pas vraiment être pris en compte. Donc, le salaire fixe, il a quand même un intérêt. Moi, ce que je peux partager un peu dans la continuité de ce que dit Benjamin, quand je suis arrivée chez Bluemaze, en fait, il existait, justement, mes associés avaient décidé de mettre en place un avantage social. Alors, ils l'avaient appelé avantage social, sauf qu'en fait, ils n'étaient pas du tout passés par une plateforme comme Bénéfice. Donc, au final, c'était du salaire. Donc, c'est pour ça que c'est super important de se faire accompagner. J'espère que ça ne va pas te choquer, Benjamin, mais ils donnaient 600 € par an. Et le but, c'était vraiment de l'achat, voyage, culture, sport, etc. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très vertueux, mais qui légalement, en plus, on a une entité en France, une entité en Espagne, donc légalement, on se faisait complètement taxer aussi bien sur les charges patronales que sur les cotisations salariales que sur l'impôt sur le revenu pour les salariés. Donc, j'ai réussi enfin cette année à arrêter l'hémorragie. Parce que finalement 600 €, c'était pas non plus. Voilà, je préférais quand même l'optimiser au maximum. Et puis surtout, pour revenir avec le titre de la slide aussi, c'est pour moi le futur de ce que souhaitent les salariés, c'est vraiment cette flexibilité. Donc finalement, oui, leur donner de l'argent, 600 €, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, mais en réalité, ils ne touchaient pas 600 €. Je pense que cette slide est hyper claire là-dessus. Et en Espagne, c'est à peu près similaire en termes de charges. Et donc, en passant par une plateforme, on s'est permis justement de pouvoir leur donner de l'argent en net, pour lequel on sait aussi, alors sans forcément les contraindre, parce qu'on ne décide pas ce sur quoi ils vont dépenser, mais pour des raisons légales, cet argent, il va être affecté à des dépenses particulières. Nous, on est remote first, ça veut dire qu'on ne les oblige pas à venir au bureau. Donc, tous les avantages autour des tickets resto, etc., c'est pas très intéressant. Mmh. Par contre, effectivement, les encourager à aller à la salle de sport, aller prendre soin d'eux, voyager, etc. On trouve ça plus intéressant. Et donc, passer par une plateforme comme Bénéfice, ça nous a permis justement de vraiment maximiser ces dépenses. Mhm. Et alors, Cyprien, ça permet de faire du lien avec ce que toi, tu évoquais tout à l'heure sur l'importance d'accompagner les salariés dans leur moment de vie. C'est quelque chose que tu as déjà évoqué et ça fait aussi du lien avec l'idée de personnaliser l'expérience employée à travers les avantages qu'on va sélectionner. Je sais que pour vous, chez Claro, c'est un truc qui vous tient à cœur aussi, cette idée de... Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure déjà avec des parents d'un enfant qui ont un handicap, par exemple, ou autre. Est-ce que tu veux bien nous partager des bonnes pratiques avec des exemples concrets de moments de vie de salariés? Comment est-ce que ça peut être pris en main? Oui, tout à fait. En fait, déjà pour rebondir à ce que vous disiez juste avant, moi, de ce que j'observe en fait auprès des DRH avec qui on travaille dans ces grandes entreprises, on a en effet cette réflexion, elle est très présente, de se dire comment, avec le contexte que j'ai, je peux optimiser l'investissement que je fais par rapport à ce que reçoivent effectivement mes salariés. Et ils prennent en compte en effet aussi les arguments de dire, je ne peux pas mélanger le salaire avec les avantages, parce qu'en fait, en effet, ce n'est pas des dispositifs à 100% comparables, même si en fait, ils ont quand même un terrain sur lequel je peux les mettre en correspondance et de se dire, en fait, est-ce qu'il vaut mieux que ce budget supplémentaire, je l'attribue sur tel avantage ou tel avantage. Ce que je vois dans la pratique, c'est que généralement, ils ont plutôt une enveloppe pour les augmentations, une enveloppe pour les avantages, et il n'y a pas vraiment de porosité entre les deux. Je pense qu'à partir d'une certaine taille de boîte, en fait, ces deux enveloppes se négocient à des moments différents, à des stades différents, et c'est pas vraiment, ils ont assez peu de marge de manœuvre pour se dire bon, en fait, finalement, cette année, on va plutôt mettre moins d'avantages et on va mettre le budget qu'on mettant d'avantages en augmente ou inversement. C'est deux choses qui se décident de manière assez distincte. Et il y a en effet toutes ces réflexions de tout de même un peu la frustration de oui, mais quand on le met en salaire uniquement, on voit que au final, dans ce qui retourne dans la poche du salarié, il y a moins que ce qu'on avait prévu. Et j'irai même plus loin. Quand il y a un contexte économique compliqué avec des versements de dividendes,
il y a une réflexion qui se rajoute. Alors là, je suis un peu provoque de dire, quand c'est 100 €, je ne les mets pas en augmentation aux salariés, mais je les mets en dividendes aux actionnaires, les actionnaires reçoivent 51 €, alors que les salariés en reçoivent 37. Donc ça rajoute un peu au contexte de se dire, mais en fait, est-ce que le système des charges sociales, il est si bien pensé quand finalement on encourage les entreprises à se dire, on taxe tellement cher aujourd'hui en termes de charges sociales que en fait, ça en devient plus intéressant de verser des dividendes si on est très cynique et qu'on garde le pouvoir d'achat final. C'est une petite pique un peu provoque, mais c'est plutôt pour donner un peu un contexte que vivent pas mal de boîtes, de dire on est confronté à ça, en fait, à devoir défendre aux salariés que amener ces augmentations, en fait, on n'a pas forcément toujours la possibilité. Et l'enveloppe qu'on a en termes d'avantages salariés, ce n'est pas forcément la même qu'on a pour les augmentations. Et ensuite, sur cette enveloppe salariée, pour venir sur la slide en cours, il y a en effet toujours cette notion on veut à la fois améliorer le pouvoir d'achat, mais on veut améliorer le pouvoir d'achat pour ce qui est le plus important, pour ce qui va être le plus décisif. Et on voit qu'on a pas mal de salariés qui passent par des moments de vie, par des situations qui méritent et qui nécessitent plus d'accompagnement, plus de soutien financier, aussi parce que ces mêmes moments de vie ont un impact direct sur le travail, sur l'engagement du collaborateur, sur son absentéisme, etc. Et donc, en fait, typiquement, quand les RH sont très sollicités pour améliorer l'accès au logement de leurs salariés, ça, on voit que c'est une demande très, très forte. Et donc, en fait, elles vont pouvoir mettre en place des solutions d'accompagnement. Moi, je préconise toujours en premier lieu une solution qui est rapide et gratuite, c'est solliciter Action Logement. Vous cotisez déjà tous à un organisme qui s'appelle Action Logement, qui est là pour aider vos salariés à accéder à un meilleur logement. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent aider vos salariés à faire un dossier de location, à faire un dossier pour acheter un logement. Ils peuvent aider votre salarié à financer le dépôt de garantie au départ pour avoir un logement, à faire une demande de logement social, etc. Et en fait, tout ça, c'est gratuit pour votre salarié. Il y a même des aides financières qui vont avec. Et c'est un organisme auquel vous cotisez déjà sur votre fiche de paie, sur la fiche de paie de vos salariés. Ils cotisent déjà à ça. Et c'est le rôle de cet organisme. Donc moi, je vous encourage à les solliciter. Il y a également un sujet sur les aidants. Les aidants, c'est environ 20% des salariés en entreprise qui ont un conjoint en situation de handicap, un enfant en situation de handicap ou un parent en perte d'autonomie. Et en fait, ce sont des salariés qui vont avoir un quotidien extrêmement compliqué, qui vont avoir beaucoup de dépenses à faire en plus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui sont faits pour accompagner ces salariés-là. En effet, vous pouvez mettre en place des solutions, des avantages qui vont les soutenir encore plus. Mais moi, je vous encourage aussi à aller regarder dans votre mutuelle et dans votre prévoyance, dans ces contrats-là. Nous, ce qu'on fait quand on se déploie, c'est qu'on épluche tous ces contrats-là et on découvre souvent qu'il y a souvent pas mal de soutien, de dispositifs aux salariés aidants qui sont déjà présents dedans. Et donc ça, c'est essentiel. En fait, il y a pas mal de bonnes pratiques qui sont gratuites pour vous, qui vont vous permettre d'améliorer le confort de vie de vos salariés, le pouvoir d'achat de vos salariés et leur confort de vie, et que vous avez déjà cotisé, vous avez déjà souscrit à ça sans même le savoir. Et vos salariés, si même vous n'êtes pas au courant, parce que vous n'êtes pas allé éplucher les 40 pages de votre contrat de prévoyance, vos salariés ne l'ont pas fait non plus. Et donc, c'est assez essentiel, en fait, d'aller chercher tout ça. Et donc, ça c'est quelque chose que, bien sûr, vous pouvez toujours faire le pas en plus pour apporter un accompagnement supplémentaire pour ces salariés-là. Il y a pas mal de solutions qui existent, mais vous avez déjà, en fait, un socle minimum qui est souvent déjà présent. Enfin, voilà. D'où l'importance d'éduquer sur ce sujet-là. C'est un webinaire comme aujourd'hui, c'est hyper important finalement parce que, enfin finalement, ça l'était déjà de base, mais ça l'est encore plus parce qu'il y a peut-être des dispositifs que tu évoques que certains n'ont même pas envisagé. En fait, ça commence déjà avec ça, avec ces démarches qui sont plutôt accessibles finalement. Exactement. Après, c'est vrai que je pense qu'on est souvent pas très bien informés et on est un peu perdu sur toute la palette, enfin aussi bien aux salariés que côté DRH, je pense, de tout ce qui est accessible. Je crois que je vois dans le chat effectivement que les avantages de l'Action Logement sont très, très appréciés. Et c'est vrai que notamment pour mon écosystème, je peux dire que Action Logement, on leur parle jamais. Ils viennent pas nous voir, ils pas du tout ce qui est disponible. Non, mais c'est vrai, j'ai pu en faire bénéficier dans des boîtes un peu plus grosses, enfin au-delà de 300, 400 salariés. En dessous, alors même qu'on cotise, souvent on est un petit peu dans le noir. Pour vous donner un petit exemple très concret, dans ma boîte, nous on est pareil, on a plutôt
des salaires corrects, etc. Mais on a du coup toute une équipe qui s'occupe d'aller intégrer toutes les aides qu'ils trouvent, notamment les aides d'action logement, les aides des conventions collectives, des contraintes mutuelles, etc. Et donc, cette équipe-là, c'est aussi eux les plus à même à aller chercher les aides pour eux. Et en fait, régulièrement, il y a un peu le sentiment général de « oui, mais moi, j'ai droit à rien dans ma situation ». Et ben eux, en fait, c'est les premiers à… il y en a un qui avait obtenu une aide de 1 300 € pour faire son déménagement. Dans la foulée, il en a parlé aux autres et tous les autres sont allés la chercher auprès d'Action Logement. Et en fait, typiquement, on se rend compte qu'en effet, en fait, on est souvent loin culturellement de tous ces dispositifs d'accompagnement, etc. Alors qu'en fait, ils ne sont pas si compliqués, pas si durs à obtenir, mais il faut faire rentrer ça dans l'entreprise. En fait, il faut faire rentrer cette information-là, cet accompagnement. Nous, c'est ce qu'on fait justement quand on se déploie dans les boîtes qu'on accompagne. Mais même sans Claro, il y a déjà des choses à faire. Ça demande un peu plus de temps de travail de la part des RH, mais il y a déjà des choses sur lesquelles en fait on peut informer les salariés. Ouais, mais je suis obligée de défendre mon métier. Je sais qu'on n'a souvent pas le temps et souvent, en fait, on arrive justement dans un contexte où il y a déjà beaucoup de choses en place et on se retrouve un petit peu pris par le temps parce qu'on est déjà en train de gérer tout un tas de plateformes, d'avantages, de choses comme ça qui sont peut-être pas si utilisées que ça. Donc, ma recommandation, ce serait effectivement je sais que j'ai une collègue qui a fait ça quand elle est arrivée sur son poste. Elle a fait un gros audit de tout ce qui était en place et ce qui était vraiment utilisé versus le coût que ça représentait pour l'entreprise pour pouvoir justement récupérer de ce budget aussi. Et c'est vrai que ce que vous faites avec Claro, ça peut peut-être faciliter. Vous vous adressez aussi aux plus petites sociétés? Alors, on est tout à fait compatible avec les plus petites entreprises. C'est-à-dire que nous, on ne va pas les chercher directement parce que disons que le déploiement de notre solution, en fait, c'est plutôt pour des raisons de rationalisation. On va plutôt cibler des grandes entreprises. Mais en effet, en fait, on travaille avec des entreprises pour les plus petites qui ont 40-50 salariés. Mais en dessous de ça, c'est vrai que c'est compliqué de se déployer, notamment parce que quand on se déploie, on va faire un diagnostic complet de la boîte et on va nous-mêmes aller éplucher tous ces documents internes, tous ces contrats mutuels, tous ces contrats de prévoyance, les accords de branche, etc., pour aller trouver tout ce qui existe et pour le mettre à disposition du salarié. Parce qu'en effet, si on ne lui dit pas, toi, tu as droit à ça dans ta situation, mais qu'on lui dit, voilà un document de 70 pages, un PDF qui te rappelle les avantages qu'il y a, il n'ira pas le lire non plus. Et donc, en fait, on est obligé d'avoir un peu ce travail de décortiquage précis pour faire un diagnostic ensuite individuel. Et donc, ça permet de faire du lien justement avec la notion de l'importance de bien communiquer en fait. Je pense on va pouvoir faire du lien avec ça. Et au passage, Jessica, il y a Cyril dans le chat qui te remercie parce que c'est bien aussi de rappeler les difficultés aussi pour les RH. C'est un sujet difficile à prendre en main et bien qu'on soit tous, je pense, convaincus de l'importance de l'individualisation, faut aussi dire la vérité. C'est pour ça que je parle de flexibilité et pas tellement individualisation, c'est pas possible. Et en fait, moi, je me suis souvent retrouvée dans des situations où je devais construire ma propre équipe, mon propre onboarding, parce qu'il n'y avait rien, vraiment créer le rôle au démarrage. Donc, j'avais pas du tout, effectivement, cette capacité d'individualiser, etc. Et plutôt de concevoir des programmes qui fonctionnaient à l'échelle. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est 50, mais demain, si on pense qu'on sera 100, est-ce que ça marchera toujours? Et donc, les outils qui nous permettent justement de faire ça, où je peux outsourcer et demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper, et notamment de gérer mes bénéfices, de gérer mes avantages sociaux, plutôt qu'avoir mes tickets resto d'un côté, ma salle de sport, etc. En fait, ça va aller dans le sens justement de cette flexibilisation et de s'assurer que je fais des choses qui vont satisfaire le plus grand nombre. Et je te rejoins aussi, Cyprien, sur le besoin de connaître justement les attentes. Et ça, c'est un mécanisme qu'on a besoin de pratiquer beaucoup, c'est vraiment d'aller récolter du feedback. Et donc, surtout, tout ce qu'on a en place, effectivement, on peut le faire avec vous, on peut le faire sans vous aussi. Hein, ça peut être un Google Form, ça peut être un Typeform, juste de savoir en fait si ce qu'on a en place aujourd'hui, ça fonctionne. Pour réaliser aussi son propre audit, on peut faire ça même dans les petites boîtes. Je pense que en fait, ça vaut le coup de se concentrer là-dessus pour être sûr qu'on n'est pas noyé dans toutes nos petites mises à jour de toutes ces plateformes au quotidien, parce qu'on sait très bien comment notre temps est morcelé justement dans ces environnements-là. En tout cas, je partage ce quotidien-là.
Et alors, Benjamin, Cyprien, je pense que vous vous êtes alignés sur le maître mot, la communication est clé auprès des salariés. Ouais, la com et puis l'usage. Alors, parce qu'en fait, il faut communiquer, mais que ce soit précédé aussi d'une certaine conscience dans ce que tu fais. Moi, je vois souvent des CEO, des DRH qui n'ont pas conscience, ils ont conscience de ce qu'ils ont, mais que les dispositifs, et c'est intéressant ce thème de l'individualisation, etc., c'est que le salaire, c'est le seul dispositif qui est individualisable, bonus, etc. Les avantages sociaux, pour profiter du côté défiscalisé, ils sont globalement, avec des petites subtilités, mais ils doivent globalement s'appliquer à tout le monde. Donc, tu ne peux pas en fait individualiser une REM, individualiser un package avec des avantages sociaux. Par contre, tu peux assumer que tel dispositif va plutôt être favorable à tel persona dans ton entreprise. Et donc, d'une certaine façon, aller optimiser l'efficacité globale de ta stratégie pour l'aligner sur ta stratégie de talent. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu as un déficit de jeunes dans la boîte. Tu ne vas pas aller communiquer sur le fait que tu mets en place de l'épargne retraite. Tu as un déficit de, je ne sais pas, de quadra, parce que tu dis, je ne sais pas, pour le coup, on n'a que des jeunes, on manque un peu de seniorité. Tu vas peut-être bêtement aller chercher des dispositifs de service à la personne parce que tu sais que, voilà, en moyenne, ils vont avoir plutôt des enfants. Ou voilà. Donc, c'est sans usage, l'avantage social, en fait, il n'a pas de valeur. D'où même des cas, ça fait plaisir en disant de l'intéressement. Si je te donne de l'intéressement, mais que je t'oblige à le placer, je pense à nos amis qui vendent du perco à tour de bras, donc l'argent bloqué jusqu'à la retraite. Si tu as besoin d'argent tous les mois parce que tu es dans le rouge, ce n'est pas de l'argent. Ça ne te viendrait pas à l'esprit de devoir mettre de l'argent sur une assurance vie alors que tu es déficitaire tous les mois, ton compte bancaire qui est en rouge, tu as des agios. Ouais, donc c'est ça où il faut arriver à le réfléchir en se disant le salaire n'est pas efficace, mais il est individualisable. Les bénéfices s'appliquent à tous, mais ils embarquent une forme de paramétrabilité, c'est un peu technique. Mais reprenons l'exemple d'un bas salaire que tu évoquais, Cyprien. Nous, chez Bénéfice, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, on finance à 100% la prévoyance, y compris la deuxième tranche de salaire. Vous voyez, c'est au-dessus des quasiment 4 000 euros. Quand on fait ce financement-là, celui qui a un salaire de 2 000 euros, 3 000 euros, il n'en bénéficie pas. Donc, ça veut dire que j'assume de dédier une partie de mon budget à des salariés qui ont plutôt des hauts revenus. Donc, dans mon package de ce que je vais offrir, voilà, j'ai une case en disant le financement de la prévoyance, c'est plutôt pour toi, plutôt que pour ton. Et donc, en fait, au bout du bout, c'est aussi d'arriver à paramétrer ce que vous donnez pour que vous aligniez une fois de plus votre stratégie de rémunération par rapport à vos personnages. Donc, c'est de sortir aussi de ce dogme, de ce fantasme de OK, c'est super efficient et donc on va en mettre plein. Non, si vous voulez vraiment piloter la Ferrari correctement, il faut se poser et se dire OK, qu'est-ce qu'attendent mes salariés et le faire dans la durée. Parce que là encore, les attentes évoluent. Il peut y avoir des besoins de logement, il peut y avoir des enfants, des nouveaux salariés, des salariés qui sont bons. Exactement. Et donc, voilà, on a vraiment ce travail pour moi à faire de s'interroger sur ce qui est le plus pertinent dans son entreprise. En tout cas, de reprendre la main. Vraiment, moi, souvent, ce que je constate dans les boîtes, c'est qu'il y a plein de choses, mais en fait, on n'a pas conscience de pourquoi et pour quelle cible, en fait, à quelle cible c'est destiné. C'est souvent un héritage, un empilement du passé. Et en fait, et donc, c'est bien de poser un peu tout ça à plat et se dire, OK, ça reste des euros quand même, cette histoire, ce que je donne dans les avantages. Ce qu'on évoquait dans le chat, la santé, quand je vais au-delà de mon obligation légale et tout, ça reste quand même des euros. Et donc, est-ce que ces euros, ils sont correctement déployés au-delà d'une efficacité, on va dire, intrinsèque? Et c'est là où, en fait, on tire vraiment le maximum de valeur de ce dispositif. Et s'il faut donner ensuite des euros en salaire pour quelques salariés qu'on veut rétribuer particulièrement pour tout un tas de raisons qui s'entendent, et en fait, utilisons le salaire, c'est le meilleur moyen. Je vais poser une question presque limite philosophique, mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de culture d'entreprise finalement? Quand on est dans une entreprise où la culture, elle est orientée déjà flexibilité, remise en question, attention portée à ce que veulent les individus dans l'entreprise. Déjà qu'on a un socle culturel comme ça, c'est déjà un bon point de départ et j'en viens même à me dire, il y a aussi cet impact conséquent sur la marque employeur. Tout à l'heure, dans le chat, il y avait Sandrine et Cyril qui parlaient de la rémunération sur les annonces. Ça commençait à parler un peu de la loi qui va tomber, je crois que c'est en 2026, sur la transparence des salaires. Et je serais curieuse, d'ailleurs, Jessica, de voir un peu comment vous y prenez chez Blue Maze en termes de communication, que ce soit à l'interne
ou à l'externe, à travers, par exemple, vos annonces d'emploi. C'est quoi votre positionnement en termes de communication, histoire de donner un peu des billes aussi aux personnes qui nous écoutent? Je vais être super humble, on n'y est pas encore, voilà. Ok. Non, parce comme qu'en plus, beaucoup. ouais, non, mais il faut se détendre là-dessus. La transparence des salaires, c'est une directive européenne et elle n'est pas encore, enfin, elle est transposée en droit français et notre obligation, elle commence en 2026, effectivement. Donc, on n'est pas encore là-dedans. En revanche, non, moi, je fais quelque chose que je trouve important pour les personnes, en tout cas, qui sont en process avec nous. Nous, on recrute beaucoup des recruteurs pour notre propre entreprise. On a quasiment les 3/4 de notre équipe. Et on est super transparent sur le plan de commissionnement. Et donc, on n'hésite pas à fournir un modèle. Voilà, on montre en fait comment ça fonctionne, comment il est déplafonné, etc. Parce que chaque entreprise, je te rejoins, la culture, la rémunération, c'est très lié à la culture. Et donc, voilà, nous, on a envie que les personnes soient très autonomes et très responsables de ce qu'elles font. Donc, on leur donne accès à cette documentation-là. Et d'ailleurs, au quotidien, quand une fois qu'elles sont salariées, elles ont accès à tous les outils de pilotage de l'activité, ce qui fait que sur le versement des commissions, tout est très transparent. Ça, c'est un sujet que j'ai vu être assez compliqué, notamment quand j'étais dans le software, où la façon de payer les commerciaux, c'était toujours très, très douloureux. Mais cela dit, je reviens sur ce que disait Benjamin, c'est qu'en fait, moi, je me suis retrouvée cette année avec mon fameux avantage là, qui n'en était pas un. J'ai justement laissé en fait, les salariés choisir parce qu'en Espagne, j'arrivais pas à faire quelque chose d'aussi flexible qu'en France. Et donc, j'ai laissé le choix. Est-ce que vous préférez avoir de l'argent ou est-ce que vous voulez que j'essaye d'optimiser sur la plateforme qu'on a là-bas? Et tout le monde a choisi le cash. Donc, en fait, j'ai été obligée de me ranger à leur souhait. Alors, je peux le faire parce qu'on n'est que 20 et que j'avais le temps de le faire. Et que finalement, du coup, c'est passé en paye, c'est moins intéressant pour tout le monde, mais tant pis. Mais ça fait partie de notre culture, effectivement, de responsabiliser et d'écouter aussi tout le monde. Alors, c'est pas toujours faisable sur une plus grosse population. Mais ce que je fais aussi, c'est que pour la plateforme que j'ai installée en France, c'est que je vais être sûre d'avoir un sondage qui va partir pour être sûre de comprendre comment les gens s'en servent. D'ailleurs, à l'onboarding, évidemment, ça a été compliqué, comme à chaque fois qu'on lance une nouvelle plateforme. J'écoute les salariés pour être sûre que ce que j'ai mis en place, ça, c'est utilisé, ça tient la route. La base. Alors, je vois le temps qui défile et je me dis qu'on va bientôt avancer sur la conclusion. Mais si on parle concrètement de dispositifs et en même temps, au passage, répondre peut-être à la question de Céline, pour une entreprise de moins de 10 salariés, quels avantages mettre en place à part des tickets resto ou des chèques vacances, chèques cadeaux? Voilà, s'il y a une petite réponse concrète possible. J'ai vu qu'il y avait 2 questions sur ça, effectivement. Donc, sur ça, Céline, je vous invite à nous contacter. Mettez une cagnotte flex. Une cagnotte flex, c'est du titre restaurant et c'est également du remboursement de prestations de services, de vacances, etc. Et ça rejoignait aussi, il y avait un commentaire sur comment on fait quand on a une boîte où il y a 3 salariés qui ont 25 ans, 3 qui ont 40, 3 qui ont 50. Et bien, quelque part, tous les salariés, ils ont une facture d'électricité à payer. Donc, soit vous assumez de donner des dispositifs en disant, ceux-là, ça va plutôt être pour les jeunes, ceux-là pour les moins jeunes. Voilà, mais déjà, posez-vous la question de quel dispositif s'applique à tout le monde. Et ce qui donne aussi un élément de réponse à la question sur l'épargne salariale. L'épargne salariale, moi, je préfère parler de salaire avec une option d'épargne. C'est du vrai salaire, c'est des vrais euros. Ça s'applique à tout le monde. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qu'on essaie de déployer auprès des boîtes, parce que là, il n'y a pas le sujet de l'usage. Les euros sur votre compte en banque, vous ne posez pas la question liée à votre salaire, vous ne posez pas la question de l'usage que vous allez en faire. Voilà, donc l'intéressement, l'épargne salariale, cette capacité à être versée sur votre compte en banque, qu'on oublie, on ne nous dit pas tout, en fait, c'est des vrais euros, donc vous avez un usage. Et c'est hyper intéressant pour les boîtes. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous pouvez le linker à votre objectif de boîte, donc finalement de se dire que c'est vraiment gagnant-gagnant sur ces dispositifs. Finalement, le partage de la valeur, c'est une obligation qui va arriver, mais c'est finalement une super opportunité pour un petit peu mieux appréhender ces dispositifs très puissants. Et donc, vous pouvez même mettre en place de l'intéressement si vous avez moins de 10 salariés, si vous n'avez pas d'obligation, parce que c'est un système qui est extrêmement vertueux et qui va délivrer à budget équivalent beaucoup plus de pouvoir d'achat pour vos salariés. Je peux confirmer parce que ça, c'est un truc j'ai eu vraiment du mal à le mettre en place parce que souvent dans les petites sociétés, on préfère notamment donner des parts d'entreprise, des BSPCE. Et je trouve que l'intéressement, c'est un outil beaucoup plus pertinent et puis qui représente de l'argent à court terme même potentiellement, ce que n'est pas les BSPCE. Donc 100% aligné avec ça.
On a balayé pas mal de pratiques et de dispositifs au final, je pense, au fur et à mesure. Est-ce que Cyprien, il y a des choses que tu voulais, ajouter? Et puis peut-être que ça nous permettra après d'aller sur le mot de la fin de ce webinaire. Non, non, moi je trouve ça très clair, très intéressant. Je pense qu'on a vu beaucoup de Mmh. dispositifs. Je pense que vous avez pas mal compris que tout l'enjeu, c'est de comprendre en fait quel est le besoin de votre entreprise pour Mmh. aller vers le bon dispositif et qu'il y a largement assez d'options pour trouver la bonne pour votre entreprise et qu'on peut le faire avec des coûts optimisés. Et donc, c'est évidemment ce qu'on préconise que lorsqu'on se déploie à Claro auprès d'une entreprise. En investissant 1 euro dans Claro, les salariés en reçoivent 7 euros en moyenne. Et donc, en fait, c'est évidemment dans cette logique-là aussi qu'on parvient à soutenir le pouvoir d'achat et on va aussi soutenir du coup le pouvoir d'achat de ceux qui ont le plus besoin parce que c'est eux qui vont évidemment toucher le plus d'aide. Donc, on a évidemment cette logique-là, mais je pense qu'en effet, il n'y a pas de. C'est pas en fait un avantage ou un autre. Il faut vraiment parvenir à comprendre quels sont les besoins de sa population pour adresser les meilleurs dispositifs d'accompagnement. C'est la base finalement, à partir de ce constat. Et peut-être un mot pour conclure aussi, Benjamin, puis après je donnerai la main de conclusion, à Jessica. Benjamin, quelques mots pour conclure? Ouais, c'est juste pour vous dire, ces avantages sociaux, c'est pas enfin, se poser la question de comment est-ce qu'on peut donner plus à ses salariés, c'est pas le truc qui concerne le CEO et le DRH en face de vous et pas vous. Ça s'applique à tout le monde. Vous avez tous un budget d'avantages sociaux Mmh. parce que certains sont obligatoires. Et je peux parier avec vous que sur ce qu'aujourd'hui vous dépensez, il y a vraiment des matières à optimiser pour votre intérêt et surtout pour celui de vos salariés. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des solutions. Si vous êtes une petite boîte, c'est nous ce qu'on essaie d'adresser avec Bénéfice. Vous êtes une plus grosse boîte, vous avez Claro, vous avez aussi des experts, parce que d'une certaine façon, le digital ne peut pas forcément tout faire. Il peut aussi y avoir des personnes comme Jessica qui peuvent vous accompagner. Donc, c'est-à-dire, voilà, ça mérite, c'est quand même un sujet qui est fondamental, ça mérite que vous y passiez un petit peu de temps, que vous y consacriez un petit peu d'argent parce que vous le retrouverez dans les proportions qu'évoquait Cyprien, potentiellement encore plus grandes, nous, ce qu'on arrive à faire gagner à des entreprises, mais voilà, on a tous ce budget-là. Et si vous êtes salarié et que vous nous avez écouté, voilà, remontez ces infos à vos employeurs, de dire, voilà, il existe des solutions, regarde, ça mange pas de pain, prends le temps, c'est ce que tout le digital nous apporte, en fait. Voilà, c'est avant de rentrer dans des sujets d'IA, etc. Mais voilà, là, il y a des solutions digitales avec des vrais humains, comme Cyprien, comme nous, ou juste des humains tout court, comme Jessica, et qui peuvent vous accompagner pour vraiment donner plus à vos salariés et donc être capable de surfer sur l'actualité, sur des crises, sur des périodes inflationnistes, sur une fuite des talents, sur le fait qu'on avait beaucoup de mal à recruter il y a encore 3-4 années quand les salaires flambaient. Voilà, finalement, c'est un dispositif qui va servir à chaque fois pour, à partir du moment où vous êtes plus malin, plus efficace avec les euros que vous dépensez comme votre budget, en fait, tout simplement, ça sera bénéfique pour votre entreprise, pour vos salariés, pour votre stratégie de boîte. Donc, voilà, prenez le temps de le faire. J'espère qu'on vous aura convaincu d'y consacrer un peu plus de temps qu'1 heure de webinaire. Et pour faire le lien avec le recrutement, merci Anaïs. Pour faire le lien avec le recrutement, c'est pas plus simple de recruter en 2025, justement parce que les candidats sont très très frileux et on ne peut pas les attirer uniquement avec du cash. Donc en fait, travailler toute sa politique de rémunération et d'avantages, ça a un impact énorme sur la marque employeur. Et effectivement, chez BlueMaze, on recrute des experts en rémunération, on recrute des experts RH aussi, qui peuvent faire tout l'accompagnement RH même de toutes petites boîtes. On a travaillé avec des sociétés d'une dizaine de personnes. Voilà, donc c'est pas réservé. Les consultants RH ne sont pas réservés uniquement aux grandes sociétés, loin de là. Et ça permet justement de prendre des experts pour un projet spécifique, quelques jours par semaine, quelques mois, pour se faire aider. Sabrina te demande, est-ce que tu embauches? Est-ce que j'embauche? Oui, alors j'embauche, on a des missions pour des freelances, effectivement. En tout cas, on travaille en freelance et en CDI, donc on a les deux. Parfait. Vous avez de toute façon les noms de chacun de nous. Si jamais vous voulez entrer en contact, n'hésitez pas. Si jamais des questions sont restées en suspens, bon, je pense pas. Je pense qu'on a balayé tout. Je crois pas avoir écarté de questions. Donc, j'espère en tout cas
au vu de vos réactions, je pense que c'est le cas. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Pour ma part, c'était très chouette de vous retrouver tous les trois. Merci à vous pour votre présence. Moi, je vous retrouve très bientôt puisqu'on a, voilà, on est en plein dans la période des webinaires. On est reparti pour un tour, 2025. On se retrouve dès mardi 4 février. C'est la semaine prochaine, je viens de réaliser en fait. Ou cette fois, on change de sujet. Voilà, c'est ça. On change de sujet puisqu'on bascule du côté formation, on parlera mobile learning, donc ça va être un sujet tout aussi passionnant en culture RH. Forcément, on essaie d'aborder tous les sujets RH et croyez-moi, il n'y en a pas qu'un. Vous êtes d'accord avec moi. Donc merci Cyprien, merci Jessica, merci Benjamin, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup pour Merci, au revoir. l'invitation.